Kelvin Okonkwo examinait des rapports de vente à son bureau lorsque son téléphone vibra. L'identifiant de l'appelant indiquait l'école de Johan. Son cœur s'arrêta un instant. Y avait-il un problème avec sa fille? Il répondit immédiatement « Bonjour, ici Kelvin ». La voix à l'autre bout du fil était paniquée. « Monsieur, votre femme a eu un accident. Elle a été renversée par un bus juste devant la grille de l'école. C'est grave, elle a été transportée d'urgence à la clinique d'urgence de Sainte-Thérèse ». Pendant une seconde, Kelvin retint son souffle. Quoi? Son cœur battait à tout rompre. Il lâcha tout et se leva. « Merci, j'arrive ». Il ne prit pas la peine d'expliquer à sa secrétaire et se précipita dehors. La circulation de la ville défilait autour de lui alors qu'il conduisait, remarquant à peine les klaxons et les crissements. Des images d'Efoma envahissaient son esprit, son rire, sa chaleur, sa force, sa femme, sa partenaire, la mère de ses deux merveilleuses filles. « S'il vous plaît, faites qu'elle aille bien », murmura-t-il. Kelvin fit irruption dans le couloir de l'hôpital, les yeux fous de peur, demandant des nouvelles de sa femme. « Elle a été admise il y a moins d'1 heure », dit l'infirmière. « Les médecins travaillent encore sur elle. Veuillez attendre ici. » Il s'effondra sur une chaise en plastique froide, les mains tremblantes. Sa fille de 12 ans, Janet, accourut vers lui depuis le couloir, les yeux rougis de larmes, tenant fermement sa sœur de 7 ans, Johan. Kelvin les serra toutes les deux dans ses bras, le cœur brisé par leurs pleurs. « Ça va aller, ma chérie, je suis là. Maman ira bien. » Il appela sa sœur et lui demanda de venir chercher les filles pour les ramener à la maison, ce qu'elle fit. Après ce qui sembla des heures, le chirurgien entra dans la salle d'attente, l'air grave. « Monsieur Kelvin. » Kelvin se leva d'un bond. « Oui, c'est moi. Comment va ma femme? Dites-moi qu'elle est vivante, je vous en prie. » Le médecin soupira. « Elle est vivante, mais c'est grave. Son dos a subi un choc sévère, et ses 2 jambes ont de multiples fractures. Nous l'avons stabilisée. Elle devra subir plusieurs chirurgies orthopédiques. Nous devons effectuer d'autres tests et commencer une thérapie intensive dès que possible. Ce sera un long chemin de récupération, physiquement et émotionnellement, pour vous tous. » Kelvin déglutit péniblement et hocha lentement la tête. « Puis-je la voir? » Elle est sous sédation, mais oui, juste un instant. Dans la chambre, Efoma ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait embrassée ce matin-là. Son visage était pâle, ses bras reposaient inertes, et les machines bipaient doucement autour d'elle. Kelvin s'assit à son chevet et prit sa main. « Je suis là, Yoma », murmura-t-il, la voix brisée. « Tu vas t'en sortir. Nous allons surmonter ça. » Yoma subit 3 interventions chirurgicales. Kelvin resta à ses côtés, la réconfortant, la nourrissant, répondant à ses questions. Il ne prenait de pause que pour ramener les filles à la maison, jeter un œil à l'entreprise, puis revenir avant la nuit. Après quelques mois, elle fut autorisée à rentrer chez elle, mais elle était confinée à un fauteuil roulant, et un thérapeute venait à domicile 1 fois par semaine. Pendant les premières semaines, Kelvin fut son roc. Il prit un congé pour s'occuper d'elle, apprenant à l'aider à monter dans le fauteuil, à la laver, à soigner ses plaies, à lui brosser les cheveux et à la nourrir à la cuillère quand ses bras étaient trop douloureux. Leur chambre fut déplacée au rez-de-chaussée. Il dormait même sur le canapé à côté, au cas où elle aurait besoin de lui la nuit. Il essayait, mais au fil des semaines, l'épuisement commença à s'installer comme une ombre. Il songea à engager une aide à domicile. L'idée lui avait traversé l'esprit plus d'une fois après la sortie d'Efoma de l'hôpital. Quelqu'un pour l'aider à se laver, préparer les repas, ranger la maison, et peut-être tenir compagnie aux filles pendant qu'il travaillait. Mais à chaque fois qu'il y pensait sérieusement, un souvenir amer l'arrêtait net. 3 ans plus tôt, ils avaient engagé une jeune femme nommée Amara pour aider à la maison alors qu'ils géraient leur entreprise à plein temps. Au début, elle semblait parfaite, respectueuse, efficace, douce avec les enfants. Mais après seulement 4 mois, ils découvrirent qu'elle volait de la nourriture dans le garde-manger, criait sur Johan quand personne ne regardait, et même dérobait de l'argent dans le sac d'Efoma.
Le pire fut lorsqu'elle fut surprise à toucher Janet d'une manière inappropriée. Cette trahison avait laissé une cicatrice sur toute la famille, surtout sur Efoma, qui se reprochait d'avoir trop facilement fait confiance. Depuis, ils évitaient les aides domestiques à domicile. Et maintenant, avec la vulnérabilité d'Efoma et l'état émotionnel des enfants, Kelvin ne pouvait se résoudre à prendre le risque. L'idée d'introduire un étranger dans leur foyer brisé et endeuillé le perturbait. Il assuma donc tout, commandant et stockant des plats cuisinés, s'occupant de chaque bain, chaque déplacement aux toilettes, pensant que c'était le choix le plus sûr. Mais jour après jour, ce poids l'épuisait lentement. Sa sœur venait aider de temps en temps. Quant à Efoma, elle était orpheline, et sa seule sœur vivait au Canada avec son mari. Bien qu'elle parlait au téléphone, elle ne pouvait pas être présente physiquement. Kelvin ne le disait pas à haute voix, mais ce fardeau l'écrasait. Il n'avait jamais imaginé que leur vie tournerait ainsi. Il commença à passer plus de temps au bureau, à ignorer ses appels. Quand elle demandait de l'aide tard le soir, il faisait parfois semblant de dormir. La culpabilité le rongeait, mais la rancune aussi. Betty, la meilleure amie d'Efoma, n'était pas là au moment de l'accident, mais elle fut informée. Dès son retour, elle se précipita chez eux pour voir son amie. « Mon Dieu, Efoma » murmura-t-elle, s'agenouillant près du fauteuil roulant. « Je n'arrive pas à croire que ça t'est arrivé. » Efoma esquissa un faible sourire. « Je suis vivante, Betty. C'est tout ce qui compte. » Betty prit sa main. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu vas surmonter ça. » Kelvin observait en silence. Il connaissait Betty depuis des années. Elle était la meilleure amie d'Efoma depuis l'université, venant souvent chez eux, passant des week-ends avec les enfants, et aidant même avec leur entreprise de mode. Au début, Betty continuait de venir, presque trop souvent. Elle passait le soir après le travail, apportant des plats chauds, des fruits frais, parfois des petits cadeaux pour les enfants. Le week-end, elle aidait à laver Efoma ou à nettoyer sa chambre. Au début, Kelvin était reconnaissant. Sa présence lui donnait des moments pour respirer, se reposer, sortir de la routine étouffante des soins constants. Mais à mesure que les visites devenaient plus fréquentes, il commença à remarquer des choses. La manière dont Betty le regardait quand elle pensait que personne ne voyait, comment sa main s'attardait parfois sur la sienne en lui passant un bol, son sourire doux et invitant. Un samedi après-midi, il entra dans la cuisine et trouva Betty en train de laver la vaisselle, fredonnant doucement. Les enfants étaient à l'étage, et Efoma dormait dans le salon. « Tu n'as pas à faire tout ça, » dit Kelvin. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sourit. « Je veux le faire. Je ne peux pas rester chez moi en sachant que ma meilleure amie souffre et que son mari se brise le dos pour tenir la famille. » Il se frotta la nuque, se sentant soudain vu. « Ça n'a pas été facile, » admit-il. « Je ne sais même plus qui je suis. Tout a changé. » Betty essuya ses mains et s'appuya contre le plan de travail, sa voix plus douce. « Tu as fait tellement, Kelvin, plus que la plupart des hommes. Tu es resté à ses côtés, auprès des filles. Tu devrais être fier. » Leurs regards se croisèrent. Il y eut un silence lourd, chargé, dangereux. Kelvin détourna les yeux le premier. « Merci. » Au fil des semaines, l'épuisement en lui grandissait. La physiothérapie d'Efoma ne donnait pas beaucoup de résultats. La plupart du temps, elle parlait à peine. Il rentrait dans une maison silencieuse, pleine de besoins et de chagrins. Les nuits devenaient plus dures. Efoma pleurait parfois, pensant qu'il dormait. D'autres nuits, elle lui demandait s'il l'aimait encore. Il répondait toujours oui, mais les mots pesaient comme des poids. Un soir, après avoir couché les filles, il trouva Betty seule sur la balancelle du porche. Elle avait dit vouloir passer tout le week-end avec son amie. L'air était frais, la lune bas dans le ciel. « Dure journée ?» demanda-t-elle alors qu'il la rejoignait. Il ne répondit pas tout de suite, fixant la rue devant lui. « Je ne sais plus qui je suis, » dit-il enfin. « Je ne suis ni un mari, ni un père, ni un homme d'affaires, juste un soignant. » Betty posa doucement sa main sur la sienne. « Tu es humain, Kelvin. Tu as le droit d'être fatigué. » Il ne retira pas sa main.
Cette nuit-là, il dormit dans la chambre d'amis sans donner de raison. Dès lors, tout changea. Kelvin commença à éviter les longues conversations avec sa femme. Il rentrait plus tard, trouvait des excuses pour sortir quand Betty était là. Parfois, il s'attardait un peu plus quand ils étaient seuls dans la cuisine ou dehors. Et quand il se surprenait à sourire à ses blagues ou à regarder la courbe de ses lèvres, il ne s'arrêtait pas. C'était mal, mais c'était plus facile. Ephoma, elle, remarquait. Ses yeux le suivaient plus que ses mots. Elle observait les changements subtils. Comment il ne la regardait plus de la même manière, comment ses baisers sur son front devenaient personnali, comment ses bras ne s'attardaient plus lorsqu'il la serrait. Elle ressentait la solitude plus intensément chaque jour, et Betty, autrefois une présence réconfortante, commençait à ressembler à une intruse discrète, occupant lentement l'espace que Kelvin réservait autrefois pour elle. Une nuit, après le départ de Betty, Ephoma demanda enfin « M'aimes-tu encore, Kelvin ?» Il la regarda longuement, puis força un sourire « Bien sûr que oui. » Mais même elle pouvait entendre le mensonge dans sa voix. Puis, un soir, Betty était là, comme d'habitude. Après avoir aidé Ephoma, elle trouva Kelvin sur le porche, les épaules voûtées, le visage enfoui dans ses mains. Elle s'assit à côté de lui, posa doucement une main sur son dos et murmura « Tu fais tellement. Qui prend soin de toi ?» Ces mots brisèrent sa dernière couche de retenue. Il s'effondra en larmes, et Betty le consola. À partir de cette nuit, leurs conversations s'allongèrent, leurs contacts s'attardèrent. Elle commença à lui envoyer des messages tard le soir, des « Je pense à toi ». Un soir, pendant qu'Ephoma dormait, Betty se pencha pour embrasser Kelvin sur la joue. Il ne se retira pas. Ce qui avait commencé comme du réconfort se transforma lentement en regard furtif, murmure, puis en nuit passionnée volée. Ils commencèrent à sortir ensemble en secret, tandis que Kelvin jouait encore le mari aimant et Betty l'amie fidèle. 3 mois plus tard, Kelvin se tenait près de la fenêtre de son bureau chez Kai Fashion, une marque qu'il avait construite de toutes pièces avec sa femme. Ils dirigeaient l'entreprise ensemble jusqu'à l'accident. Il était perdu dans ses pensées. Les derniers mois avaient été les plus difficiles de sa vie. Sur son bureau s'entassaient des documents qu'il n'avait pas touchés depuis des heures. Son esprit était ailleurs. Il fixait le nom gravé sur le mur du bureau, Kai Fashion Empire. Ce n'était pas qu'un nom, c'était la preuve des sacrifices qu'ils avaient faits tous les deux. Ephoma avait abandonné une carrière florissante dans la banque juste après leur mariage. Elle avait cru si fermement en ses rêves qu'elle avait investi ses économies, son temps et son intelligence dans ce qui se dressait aujourd'hui. Elle avait été sa partenaire à tous égards. Mais maintenant, des années plus tard, il se tenait au cœur de cet empire et ne ressentait rien d'autre que l'envie de fuir. Chaque soir, il rentrait dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Ephoma était toujours au même endroit, près de la fenêtre, dans son fauteuil roulant, regardant dehors comme si le monde avait cessé de tourner. Elle parlait à peine, sauf pour demander de l'aide, et la culpabilité qu'il ressentait autrefois pour l'avoir abandonnée émotionnellement s'était lentement transformée en rancune. Il ne la voyait plus comme la femme vibrante et intelligente qu'il avait épousée, mais comme l'ombre de ce qu'elle était. Et puis il y avait Betty, la femme du moment. Betty comblait un vide qu'il n'avait pas réalisé être si profond. Elle était excitante, vivante. Elle le faisait se sentir vu. C'était mal, au fond, il le savait. Mais c'était aussi facile. Il ne pouvait s'en empêcher. Il réalisa qu'il ne pouvait plus tenir auprès d'Ephoma dans la maladie comme dans la santé, comme il l'avait promis le jour de leur mariage. Il décida de mettre l'entreprise en vente et de s'enfuir avec Betty, son nouvel amour. Une semaine plus tard, Kelvin prépara une seule valise et partit tôt le matin, avant que les filles ne se réveillent. Elles étaient en vacances. Il ne prit rien d'autre, juste lui-même, sa honte et Betty, qui l'attendaient au bout de la rue. Ils partirent ensemble, sans jamais regarder en arrière. Ephoma se réveilla dans une maison silencieuse, son armoire vidée, et trouva une note sur la table. « Je suis désolée, Yoma. Je ne peux plus continuer. Je recommence tout avec Betty. J'espère qu'un jour tu comprendras. Quant à l'entreprise, je l'ai vendue.
Ephoma tenait la note dans ses mains tremblantes, relisant les mots cruels encore et encore. Elle éclata en sanglots. Ses pleurs déchirèrent l'air comme une tempête après des semaines de nuages sombres. Elle cria dans ses paumes, sa voix rauque, brisée. La note, désormais froissée et humide, glissa au sol tandis qu'elle se balançait dans son fauteuil, étouffant à chaque souffle. « Je lui ai tout donné », cria-t-elle dans la pièce vide, « ma carrière, mon corps, ma vie. J'étais une bonne épouse. Je l'ai soutenu quand il n'avait rien. J'ai construit cette entreprise avec lui. Je lui ai donné 2 magnifiques filles. Je lui ai donné tout mon cœur. Et voilà comment il me remercie. » Janet et Joanne, désormais réveillées, étaient assises dans l'escalier, pleurant en silence. Elles ne comprenaient pas tous les mots, mais elles comprenaient la douleur. Elles détestaient voir leur mère ainsi. Plus tard cette nuit-là, lorsque les filles s'étaient endormies à côté d'elles dans le salon, Ephoma tendit la main vers son téléphone et appela la seule personne à laquelle elle pouvait penser. Sa sœur aînée et unique, Chioma, qui vivait au Canada. Entre 2 sanglots, Ephoma lui raconta tout. L'abandon de Kelvin, la trahison de Betty, sa solitude. Chioma pleura à l'autre bout du fil. « Ephoma, écoute-moi, » dit-elle fermement, la voix lourde d'émotion. « Tu n'es pas seule. Je te le jure, je ne te laisserai pas comme ça. Ressaisis-toi pour moi. Tu es ma seule sœur, et il ne doit rien t'arriver. » Le lendemain matin, Chioma organisa tout et envoya une infirmière, Rémi, au domicile d'Ephoma. Sa tâche était simple, surveiller les constantes d'Ephoma, administrer les médicaments et aider dans les routines quotidiennes. Chioma engagea également Madame Dorca, une ancienne traiteur à la retraite qui travaillait désormais comme cuisinière à domicile. Elle venait tous les jours pour préparer des repas chauds, nettoyer la maison, tresser les cheveux des filles et les aider à surmonter leur tristesse. Janet et Joanne étaient encore en vacances scolaires, ce qui leur permettait de rester près de leur mère, bien qu'elles fussent souvent déconcertées par son silence hanté. Mais même avec cette aide, Ephoma sombrait. Elle ne souriait plus, parlait à peine, refusait souvent de manger. Ses yeux restaient ternes, son corps faible. La lumière qui faisait d'elle ce qu'elle était s'était presque éteinte. Un après-midi, environ 8 mois après le départ de Kelvin, l'infirmière Rémi prenait sa tension. Ephoma pencha la tête en arrière et murmura. Peut-être que ça aurait été mieux si je n'avais pas survécu à cet accident. Rémi se figea, abaissant son stéthoscope. Ne dites pas ça, madame. Ephoma cligna lentement des yeux. Il ne me reste rien pour vivre. Puis, sans prévenir, ses yeux se révulsèrent, et son corps s'affaissa. Madame. Madame Ephoma. Cria Rémi, la retenant avant qu'elle ne bascule de son fauteuil. Sa peau était devenue pâle, son pouls dangereusement faible. Rémi agit vite, appela une ambulance et la transporta à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins confirmèrent qu'elle s'était effondrée à cause d'une exhaustion physique, d'une déshydratation sévère et d'une dépression clinique. Ils la stabilisèrent, lui administrèrent des perfusions et effectuèrent un bilan complet. Pendant qu'Ephoma était inconsciente, Rémi resta à ses côtés, faisant les 100 pas et priant à voix basse. Les filles furent confiées à Madame Dorca. Le lendemain, Ephoma ouvrit lentement les yeux. Elle réalisa qu'elle était dans un lit d'hôpital, les machines bipant doucement à côté d'elle, une poche de perfusion suspendue au-dessus, lui redonnant vie. Rémi était assise non loin, les yeux fixés sur elle, le visage inondé de soulagement. « Dieu merci, vous êtes réveillée », dit-elle en soupirant. Mais Ephoma l'entendit à peine. Alors que les souvenirs affluaient, la douleur revint. Les larmes lui montèrent aux yeux, puis coulèrent. Sa poitrine se soulevait de sanglots. Elle ne pouvait plus se retenir. « Je ne devrais pas être ici », cria-t-elle soudain, agrippant la couverture sur ses jambes. « Vous auriez dû me laisser mourir. Je n'ai plus rien. Rien. » Elle hurla, sa voix s'élevant. « Il m'a laissé. Il m'a laissé pourrir après tout ce que j'ai fait pour lui. » Ses cris résonnaient dans la salle. La patiente à côté, une femme âgée en convalescence après une opération de la hanche, remua légèrement derrière le rideau de séparation. Avec elle se trouvait un ami de la famille,
venu lui rendre visite. Il s'appelait Grégory Wozu, un homme de 55 ans. Les cris d'Efoma attirèrent son attention. Il s'arrêta, puis entendit ces mots, « Je lui ai tout donné. Ma jeunesse, mes rêves, ma vie entière. » Et il est parti comme si j'étais une ordure. Quelque chose serra son cœur. Sa douleur était brute, sans filtre, trop réelle pour être ignorée. Poussé par la compassion, il ouvrit le rideau de séparation et s'approcha de son lit. Elle pleurait encore doucement. Grégory ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement. Quelque chose dans sa douleur faisait écho à la sienne, 6 ans plus tôt. « Puis-je » demanda-t-il doucement, désignant le siège vide à côté d'elle. Efoma tourna la tête, surprise par cette voix grave et inconnue. Il était impeccablement vêtu. Sans attendre sa réponse, il s'assit. « Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre, » dit Grégory doucement. « Je suis désolé, je ne voulais pas m'immiscer. » Efoma ne répondit pas, le regardant avec des yeux fatigués et méfiants. « Je ne suis pas ici pour prétendre comprendre votre douleur, » dit-il. « Mais je sais ce que c'est de tout perdre et de souhaiter que le monde s'arrête de tourner. J'ai perdu ma femme il y a 6 ans, » continua-t-il, la voix empreinte de souvenirs. C'était un cancer. Quand nous l'avons découvert, il ne lui restait que quelques mois. Je l'ai vue dépérir jour après jour, et quand elle est partie, j'ai cessé de vivre aussi. Pendant un temps, j'ai supplié Dieu de ne pas me réveiller. Efoma cligna des yeux, de nouvelles larmes s'échappant de ses cils. Grégory se pencha légèrement. « Mais quelqu'un est venu pour moi. Un étranger qui ne me devait rien, qui s'est simplement assis avec moi, m'a aidé à respirer à nouveau. »« Pourquoi me dites-vous ça ?» croassa-t-elle. « Parce que peut-être qu'il est temps pour moi de faire de même pour quelqu'un d'autre. » Elle le fixa. « Je ne suis pas ici par pitié, » dit-il. « Vous ne me connaissez pas, et vous ne me devez rien, mais si vous me le permettez, j'aimerais aider, de toutes les manières possibles. » Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Vous ne savez même pas ce qu'il m'a fait. Vous me le direz quand vous serez prête. » Pour la première fois en semaine, les murs d'Efoma se fissurèrent, non pas de douleur, mais de reddition. Elle hocha légèrement la tête et murmura « D'accord. » Cette nuit-là, Grégory organisa son transfert dans une aile privée de l'hôpital, à ses propres frais. Il engagea un thérapeute pour commencer des séances douces. Madame Dorca amena les filles rendre visite à leur mère à l'hôpital. Efoma commença lentement à croire que, peut-être, l'espoir ne l'avait pas complètement abandonné. Le lendemain de son éclat émotionnel à l'hôpital, Efoma se réveilla et trouva Monsieur Grégory à son chevet, vêtu de son habituelle simplicité, calme comme toujours, avec cette présence chaleureuse et stable qui la faisait se sentir étrangement en sécurité. Elle tourna lentement la tête. « Vous êtes revenu. » Il sourit doucement. « J'ai dit que je le ferais. » Il y eut une pause. Puis elle posa la question qui la taraudait. « Qui êtes-vous, et pourquoi m'aidez-vous » Il s'éclaircit la gorge, pensif. « Je m'appelle Grégory Obinu. Je suis le fondateur et président d'Invozu Holdings International. » Efoma le fixa, stupéfaite. « Le célèbre Involu Holdings International. » « Oui. Je vis discrètement. » Il lui raconta qu'il avait 2 fils qui étudiaient au Canada. Il était lui-même citoyen canadien. Après sa sortie de l'hôpital, Grégory organisa le voyage d'Efoma et de ses 2 filles au Canada pour son traitement, grâce à son équipe de liaison médicale, avec son soutien financier total. Efoma ne put que pleurer le jour où elle et ses filles montèrent dans l'avion. Elle fut admise dans l'un des meilleurs hôpitaux du Canada, et sa sœur Chioma lui rendit visite. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive », murmura Chioma en les accueillant à l'hôpital de Toronto. Elle serra sa sœur fort, sans se soucier des perfusions. Janet et Joanne étaient également ravies de voir leur tante, qui les accueillit chez elle pendant que leur mère était admise dans un hôpital de réhabilitation de classe mondiale. La première phase fut difficile. Les muscles d'Efoma étaient faibles, ses jambes refusaient de coopérer. Il y avait des jours où elle pleurait dans son oreiller, se sentant comme un échec. Mais le personnel était gentil,
professionnel et inflexible. Vous n'avez pas à courir, disait son physiothérapeute. Faites juste un pas aujourd'hui, un de plus demain. Après un mois de thérapie, Ephoma commença à progresser. Ils l'ont initiée à un déambulateur, la guidant entre des barres parallèles. La première fois qu'elle resta debout 5 secondes sans aide, la salle éclata en applaudissements discrets. Puis vinrent les pas assistés, les exercices d'étirement et l'hydrothérapie. Chaque petite victoire s'accompagnait de larmes, mais cette fois, elles étaient salvatrices. Au bout du 3e mois, Ephoma passa aux béquilles d'avant-bras. Le jour où elle traversa la salle de thérapie sans aide avec ses béquilles fut le premier jour où elle sourit pleinement à nouveau. Elle se tourna vers son thérapeute et murmura « Je ne pensais jamais voir ce jour. » « Vous ne marchez pas seulement, » dit le thérapeute en souriant. « Vous vous élevez. » Après d'autres thérapies, elle fut déclarée apte à retourner au Nigeria. Bien qu'elle marchât encore avec 2 béquilles d'avant-bras, elle revint au Nigeria avec ses filles. Au lieu de recommencer ailleurs, Ephoma choisit de retourner dans la maison qu'elle partageait autrefois avec Kelvin. Une maison qui portait encore les échos de la trahison, du silence, du départ. Elle ne revint pas parce qu'elle regrettait le passé. Elle revint parce qu'elle refusait d'être chassée de ce qu'elle avait construit. Les premiers jours furent calmes. Les filles se réinstallèrent dans leur chambre, dépoussiérant les meubles, retrouvant vieux jouets et livres. Madame Dorca reprit son rôle presque immédiatement, cuisinant des repas chauds, nettoyant les pièces et fredonnant des chansons qui ramenaient du réconfort dans la maison. Puis les filles furent réinscrites à l'école. Les regarder entrer le premier jour fit pleurer Ephoma. Elle recommençait enfin. 2 ans après le départ de Kelvin, elle poursuivit sa réhabilitation à domicile, visitant occasionnellement la clinique recommandée par l'équipe de Grégory. Elle marchait avec ses béquilles, plus forte, plus équilibrée, son corps droit avec une dignité silencieuse. Grégory venait souvent. Il parlait de sa thérapie, des filles, de ses fils au Canada, de musique, de livres, de nourriture. Il s'assura qu'Ephoma n'ait plus jamais à s'inquiéter des factures. Un soir, sous un coucher de soleil tranquille, il l'invita à se promener avec lui dans le jardin derrière la maison. Il marchait lentement. « Je n'ai jamais rencontré un homme comme vous. Parfois, je me demande si vous êtes humain ou un ange, » dit-elle doucement, les yeux fixés sur les fleurs devant elle. « Vous m'avez redonné ma vie. » Grégory s'arrêta, les mains doucement jointes dans le dos. « Je ne vous l'ai pas redonnée. Vous vous êtes battu pour elle. Je me suis juste tenue à vos côtés. » Elle se tourna vers lui, surprise de voir ses yeux soudain brillants. « Ephoma, » dit-il lentement, « je vous ai vu renaître des cendres de la trahison, de la douleur et de la perte, avec une grâce que je n'ai jamais vue. Et bien que je n'ai jamais prévu cela, je me retrouve à vouloir parcourir le reste de mon chemin avec vous. Pas comme un sauveur, mais comme un partenaire. » Son cœur s'arrêta. « Je vous aime, » dit-il simplement. « Et si vous voulez bien de moi, pas par gratitude, mais parce que vous croyez pouvoir aimer à nouveau, je serais honoré d'être votre mari. » Ephoma le fixa, les larmes aux yeux, et tendit la main vers la sienne. « J'étais brisée, » murmura-t-elle. « Mais vous m'avez traitée comme si j'étais entière, même quand je n'y croyais pas moi-même. » Grégory se pencha légèrement, embrassa sa main et dit « C'est parce que j'ai vu ce que les autres ne voyaient pas. »« Oui, je veux vous épouser, » dit Ephoma au milieu des larmes, alors qu'il s'enlaçait. Heureusement pour Ephoma, elle et Kelvin n'avaient pas contracté un mariage civil. Ils s'étaient mariés à l'église et selon la tradition, ce qui facilita son remariage sans avoir à passer par une procédure de divorce. 3 mois plus tard, ils célébrèrent un mariage très discret, avec seulement la famille proche et quelques amis intimes, sans foule, sans paparazzi, sans grand éclat, juste de l'amour et de la paix dans l'air. Chioma vint du Canada, et les fils de Grégory, Wana et Amesha, vinrent également, chaleureux et respectueux, accueillant le choix de leur père à bras ouverts. Après le mariage, Ephoma et ses filles emménagèrent dans le luxueux domaine de Grégory à Ekwa. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un monde, sol en marbre, jardins immenses, bibliothèque privée et ascenseur personnel. Ephoma vendit son ancienne maison,
et le produit fut placé dans un compte fiduciaire pour Janet et Joanne. Grégory enregistra son nom sous une fondation pour les femmes abandonnées, offrant de financer son rêve d'aider les femmes comme elle. Il lui donna même une clé de son bureau personnel et dit « Quand vous serez prête à reconstruire, ce bureau est à vous ». Il lui acheta un SUV argenté élégant avec des commandes automatiques adaptées à sa convenance. Il ne restait plus qu'un problème, la mobilité. Alors qu'elle reprenait plus d'activités de trajet scolaire, visite à la fondation, suivi thérapeutique, il devint évident qu'elle avait besoin d'un chauffeur personnel. Grégory suggéra d'embaucher quelqu'un soigneusement sélectionné par son équipe RH. Ni Efoma ni Grégory n'auraient pu prévoir que parmi les candidats se trouverait un fantôme de son passé. Après l'entretien et un test de conduite, un homme se démarqua, Kelvin Okonko. Il fut engagé. Le jour où il devait commencer, Kelvin arriva aux portes du domaine d'Equa à 7h15 précise. L'équipe de sécurité vérifia son identité et le laissa entrer. Il s'émerveilla devant l'immensité de la propriété en traversant la cour carrelée. Il n'avait jamais rien vu de tel. La gouvernante l'accueillit et le conduisit par l'entrée latérale, passant par la cuisine jusqu'à un large couloir menant à un salon. « Attendez ici, dit-elle. Madame descendra bientôt pour vous rencontrer. » Kelvin hocha la tête respectueusement et se tint près du mur. Il ne savait pas qui était madame. Il savait seulement que c'était un nouveau chapitre, un nouveau départ. Pas de questions, pas de drame. Il avait juste besoin de travailler et de survivre. Quelques instants plus tard, Efoma entra dans le salon, lentement mais sûrement, ses béquilles cliquetant doucement sur le sol en marbre. Elle n'avait aucune idée que l'homme qui l'attendait en bas allait réveiller son passé. En entrant dans le salon, son cœur s'arrêta. Devant elle se tenait l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis près de 3 ans. Le même visage, un peu plus vieux, légèrement plus maigre, mais toujours reconnaissable. Kelvin, son ex-mari, le père de ses enfants, l'homme qui l'avait abandonné à son point le plus bas. Il se tourna au son de ses pas et reçut le choc de sa vie. Son visage perdit toute couleur. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Sa casquette glissa de ses doigts et tomba au sol. Ils restèrent ainsi plusieurs secondes. Personne ne bougea. Personne ne respira. Puis Efoma redressa les épaules, fit un pas silencieux en avant avec sa béquille et dit d'une voix calme et sans émotion. « Vous devez être le nouveau chauffeur. » Les lèvres de Kelvin tremblèrent. « Je ne savais pas. » Il ne put finir sa phrase. Efoma se tourna. « Venez, je vais vous montrer la voiture. » Kelvin la suivit en silence, abasourdi, ses pas lents et incertains. Lorsqu'ils atteignirent le SUV argenté garé sous l'auvent ombragé, Efoma désigna brièvement. « C'est la voiture dont vous serez responsable. Elle doit rester propre. Elle doit être ravitaillée. Et elle ne quitte ce domaine que lorsque je le dis. » Il hocha faiblement la tête, les yeux baissés, incapable de croiser son regard. Pendant un instant, il y eut un silence. Puis, sans un mot, Kelvin se tourna et commença à marcher rapidement vers la grille. Il ne demanda pas la permission. Il était trop honteux pour travailler pour la femme qu'il avait abandonnée, celle qui lui avait tout donné. Efoma resta immobile, le regardant sans un mot. Et lorsqu'il disparut au-delà de la grille, elle se demanda silencieusement ce qui avait pu lui arriver en seulement 3 ans pour le réduire à postuler comme chauffeur dans la maison d'un autre homme. Elle tourna les talons, ses béquilles cliquetant doucement contre le pavé, et rentra. Grégory revint juste après le coucher du soleil, le crissement des graviers sous ses pneus alertant la maison de son arrivée. Efoma se tenait à la porte, soutenue doucement par ses béquilles, vêtue d'une robe en soie fluide qui dansait légèrement avec la brise. Son visage s'illumina en le voyant. Malgré tout ce que la journée lui avait réservé, elle sourit pleinement et dit doucement « Bienvenue à la maison, mon amour. » Grégory sortit de la voiture, ses yeux allant directement vers elle. « La voilà, ma reine forte et têtue. » Il la rejoignit en quelques enjambées, embrassa son front et l'enlaça doucement. Elle se fondit dans l'étreinte. « Tu as l'air fatigué, » murmura-t-elle. « De longues réunions, mais ce moment, ici, en vaut la peine, » dit-il calmement en embrassant sa joue.
À l'intérieur, les filles accoururent, excitées de raconter à leur beau-père leur journée à l'école, leurs nouveaux camarades et ce qu'elles avaient appris. Grégory écouta avec la patience d'un père qui savait ce que c'était de perdre et de gagner quelque chose de mieux encore. Le dîner était simple, du riz frit avec du poulet au poivre, du jus de fruits frais et des rires autour de la table. Plus tard dans la nuit, Grégory sortit de la salle de bain, une serviette à la main, vêtu d'un t-shirt doux et d'un jogging. Ephoma était déjà assise sur le lit, brossant ses cheveux. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha et lui offrit un petit sourire. « Greg. »« Oui, ma chérie. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne voulais pas en parler pendant le dîner. » Il s'assit à côté d'elle, la serviette drapée sur son épaule. « Vas-y. » Elle prit une inspiration, puis parla avec une clarté calme et délibérée. « Le nouveau chauffeur engagé par les RH, il a été renvoyé avant ton retour, mais pas par nous. Il est parti de lui-même dès qu'il m'a vu. » Grégory haussa légèrement un sourcil. « Pourquoi ? » « Parce qu'il n'était pas n'importe qui. C'était Kelvin. » Sa voix ne tremblait pas. Grégory cligna des yeux. « Kelvin, ton ex-mari. » Elle hocha la tête. « Je ne savais pas que c'était lui jusqu'à ce que je descende et le voie attendre. Il s'est figé. Je lui ai donné des instructions de base, comme si je ne le connaissais pas. Il est parti discrètement ensuite. Il était trop honteux pour dire un mot. » Grégory resta silencieux un moment, puis prit sa main et la serra doucement. « Merci de me l'avoir dit, » dit-il. Elle le regarda attentivement. « Es-tu contrarié ? » « Non, » répondit-il honnêtement. « Juste heureux que tu me fasses assez confiance pour le dire. » Et soulagé qu'il soit parti. Il marqua une pause, puis ajouta. « Mais s'il devait revenir par un hasard quelconque, laisse-le partir gentiment. Tu ne lui dois ni ta présence ni ta paix. Mais ne lui refuse pas l'accès à ses enfants, s'il te plaît. » Ephoma hocha doucement la tête et se reposa sur son épaule. Quant à Kelvin, il ne se souvenait pas comment il était rentré chez lui. Le trajet du domaine à l'appartement d'une pièce qu'il louait à Kétou était flou. Il ne se rappelait ni du bruit des rues, ni du conducteur criant, ni de la chaleur étouffante de la gosse pressée contre la vitre du taxi. Tout ce qu'il se souvenait, c'était le visage d'Ephoma lorsqu'elle l'avait vu. Ce n'était pas du choc. Ce n'était pas de la haine. C'était pire. C'était du calme, comme si elle l'avait enterré il y a longtemps et avait déjà guéri. Il ouvrit la porte en bois grinçante de sa chambre et entra, jetant négligemment son sac sur le matelas taché posé à même le sol. L'espace était petit, à peine assez grand pour un lit, un ventilateur et une chaise en plastique. Un rideau fané couvrait l'unique fenêtre. Il s'affala sur le lit, fixant le plafond. Le silence dans la pièce était assourdissant, résonnant de ses regrets. « Alors, elle est Madame Nusu maintenant. Elle a tourné la page en 3 ans, comme si elle attendait que je parte, » murmura-t-il. Il avait entendu ce nom de la bouche du responsable des RH lorsqu'on lui avait dit que le poste était pour Madame Ephoma Nusu. Jamais il n'aurait imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que ce serait sa femme, ou plutôt son ex-femme. Il se frotta le visage, ses mains calleuses et fatiguées. Puis, comme une vieille blessure rouverte, les souvenirs affluèrent. Il se rappela le jour où il l'avait quittée. Après s'être enfui avec Betty, ils rencontrèrent un agent de voyage et lui firent part de leurs intentions. Ils voulaient quitter le pays, mais n'étaient pas légalement mariés. Beaucoup de couples non mariés voyagent ensemble, les assura-t-il. Vous pouvez entrer avec des visas touristiques de courte durée. Et une fois sur place, mes contacts peuvent aider à les convertir en permis de travail. Assurez-vous simplement d'avoir assez de fonds et de confirmer vos réservations d'hôtel. Betty fut immédiatement enthousiaste, avec des passeports prêts, des lettres d'invitation soigneusement préparées et l'argent que Kelvin avait encaissé après avoir vendu l'entreprise qu'il avait montée avec sa femme. Ils obtinrent leur visa de visiteur. 4 semaines plus tard, ils étaient dans un vol pour Lisbonne. C'était la fin du printemps, et Lisbonne était vibrante de couleurs. L'air était plus léger, les gens souriaient davantage, et les rues du Portugal murmuraient des promesses de nouveaux départs. Kelvin,
fraîchement libéré du poids du fauteuil roulant des FOMA et des responsabilités, croyait être entré au paradis. Ils s'installèrent dans un hôtel 4 étoiles au cœur du centre-ville de Lisbonne, une suite avec vue sur l'océan, payée intégralement par Kelvin pour 2 mois. C'était censé être une escapade, un renouveau. Betty appelait ça un voyage de guérison, un moyen d'oublier le passé et de rêver plus grand. Elle parlait d'étendre sa marque de soins de la peau en Europe, d'ouvrir un salon de luxe pour les femmes africaines à l'étranger, voire d'acheter une propriété. Et Kelvin, il nourrissait chaque fantasme. Il transféra de l'argent de ses économies en diminution sur un compte en euros, réserva des sessions de spa coûteuses pour elle, lui acheta des sacs de marque et lui donna un accès total à sa carte de débit. « Tu es ma femme », disait-il quand elle demandait. « Ce qui est à moi est à toi. » Betty était affectueuse. Elle le faisait se sentir comme un roi. Chaque fois qu'elle l'embrassait, elle lui rappelait « Je t'aime tellement, Kelvin. Tu es mon roi. » Et Kelvin hochait la tête, la poitrine gonflée de fierté, ignorant que derrière ces mots doux se cachaient des couches de manipulation et de mensonges. Les premières semaines passèrent dans un brouillard. Betty entraînait Kelvin dans des stations balnéaires et des boutiques de luxe, trouvant toujours quelque chose de trop parfait pour être laissé. Il ne remarqua pas à quelle fréquence elle sortait sans lui. Au début, c'était innocent. Elle revenait des heures plus tard, le maquillage légèrement défait, sentant un parfum inconnu. Kelvin posa des questions 1 ou 2 fois, et Betty riait. « On dirait un mari jaloux, et tu n'es même pas mon mari, souviens-toi. » Il n'aimait pas le ton, mais il ravala son malaise. Il travaillait encore avec le contact de son agent pour obtenir un visa de travail pour eux deux, ce qui était une distraction dont Betty profitait. La première vraie fissure apparut un jeudi soir. Kelvin se sentait mal et resta à l'hôtel. Betty dit qu'elle allait à une soirée de dégustation de vin pour filles, invitée par une propriétaire de salon de la région. Elle portait une robe en soie rouge qui épousait ses courbes, des talons qui annonçaient son entrée, et des boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait achetées à Abuja. « Je ne rentrerai pas tard, » dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Repose-toi tôt. » Elle revint le lendemain matin. Kelvin avait passé la nuit à faire les 100 pas, à appeler, à envoyer des messages. Pas de réponse. Quand elle entra, son maquillage était défait, ses talons pendaient de ses doigts, et son téléphone était opportunément déchargé. « J'ai un peu trop bu, » dit-elle en bâillant. « Je me suis endormie chez une amie. » Kelvin la fixa. Quelle amie? Qui laisse une femme adulte dormir chez elle dans un pays étranger sans prévenir? Tu m'accuses de quelque chose, rétorqua-t-elle, la voix montée. Ne commence pas avec tes insécurités. Je ne suis pas ta prisonnière. Et je ne suis pas non plus ta banque. Kelvin explosa, la poitrine soulevée. Pour la première fois depuis notre arrivée, elle le regarda, non pas avec douceur, mais avec quelque chose de froid. N'oublie pas, dit-elle lentement, tu as quitté ta femme handicapée pour moi. Ça veut dire que je suis une amélioration. Agis en conséquence. Elle entra dans la salle de bain et claqua la porte. À partir de là, les choses changèrent. Betty cessa de rentrer à l'hôtel la nuit. Elle prétendait établir des contacts professionnels, mais le parfum sur sa peau sentait l'eau de Cologne pour homme. Kelvin remarqua de la lingerie neuve dans sa valise, qu'il ne l'avait pas vue acheter. Un soir, en revenant d'un dîner en solo qu'il avait payé, il l'aperçut près de la promenade de la plage, riant bruyamment aux côtés d'un homme blanc d'âge mûr, grand. Ils étaient assis près l'un de l'autre sur la terrasse d'un salon, et sa main s'attardait sur l'épaule de l'homme. La vision de Kelvin se troubla. Il attendit, les observa partir ensemble, son bras autour de l'homme, sa tête sur son épaule. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il fixa le plafond, la rage bouillonnant dans sa poitrine. Le lendemain soir, il la suivit. Il attendit dehors le même club. Elle arriva en Uber, portant à nouveau la robe rouge. Cette fois, Kelvin vit l'homme blanc de près, élégamment vêtu, sûr de lui, visiblement épris. Il riait, dansait, buvait, et quand elle se pencha pour l'embrasser, Kelvin perdit la tête. Il entra dans le club, se frayant un chemin à travers la foule. « Betty !»
Elle se tourna et se figea. L'homme blanc se tourna aussi, confus. Kelvin saisit son poignet. « Tu m'as menti. Tu couches avec lui. »« Lâche-moi » cria-t-elle, essayant de se dégager. « Qui est-ce » demanda l'homme blanc en anglais, fronçant les sourcils. « Je suis son homme » aboya Kelvin. « Non, tu ne le es pas » hurla Betty. « Tu es juste l'idiot qui a financé ce voyage. » Cela le brisa. Kelvin la gifla. Ce fut fort. Betty cria. En quelques secondes, les videurs furent sur lui. La police fut appelée. Et juste comme ça, dans un pays où il n'avait personne, aucun statut légal, aucune défense, Kelvin fut menotté et jeté dans une cellule. Son téléphone fut confisqué. Son passeport saisi. Aucun officiel de l'ambassade ne vint. Aucun ami n'appela. Betty ne rendit pas visite. Lors de l'audience, elle nia tout. Ce n'est pas mon partenaire. C'est juste quelqu'un que j'ai rencontré au Nigeria et qui a supplié de voyager avec moi. Elle sanglota, montra sa joue meurtrie. Le tribunal n'eut pas besoin de plus. Il fut condamné à 90 jours de prison pour agression. À sa sortie, il fut expulsé vers le Nigeria. À l'aéroport, il fut déposé, seul, avec un passeport marqué par la honte. Pas d'argent, pas de maison, pas de femme, pas de Betty, et rien à montrer sinon une vie brisée et un casier judiciaire. Il parvint à faire des petits boulots ici et là et put louer un appartement d'une pièce miteux. Il essayait encore de se reconstruire lorsqu'il reçut un message WhatsApp d'un numéro étranger inconnu. Il disait « Je suis désolé pour tout, Kelvin. Tu vois, Efoma et moi étions amis d'enfance. Mais d'une manière ou d'une autre, tout ce qui était bon trouvait toujours son chemin vers elle. Le mari, l'entreprise, la belle famille. Je ne vais pas mentir, j'étais jalouse. Quand je t'ai vu lutter, en colère et vulnérable après son accident, j'ai vu une opportunité de t'éloigner d'elle, ce que j'ai fait. Mais j'ai rompu en Portugal parce qu'une prise de conscience m'a frappée. Si tu pouvais abandonner une femme qui a tout sacrifié pour toi, et même tes enfants, alors tu pourrais faire pire avec moi. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix. Prends soin de toi. Betty. Kelvin lut le message en silence, sa poitrine se serrant à chaque mot. Le téléphone tremblait dans ses mains alors que les larmes coulaient librement sur ses joues. Il se sentait utilisé et stupide. Il enfouit son visage dans ses paumes et pleura amèrement, souhaitant pouvoir remonter le temps et tout défaire. Maintenant, de retour dans son appartement d'une pièce sombre à Kétou, Kelvin frottait ses mains comme pour effacer le passé, mais il s'accrochait à lui comme de la boue. Son visage était plus dur, ses yeux enfoncés, sa fierté morte. Betty n'avait pas seulement volé son argent, elle avait volé sa dignité. Et Efoma, elle, s'était relevée. Lui, qui se sentait autrefois trop bien pour pousser une femme en fauteuil roulant, était maintenant assis sur le sol nu, souhaitant des miettes de la vie qu'il avait jetées. Ses mains tremblaient alors qu'il regardait autour de la petite pièce. Puis il éclata en sanglots. Il ne tenta pas de les arrêter. Il pleura comme un petit garçon, comme quelqu'un qui avait enfin admis qu'il avait gâché sa vie. Efoma, murmura-t-il, le nom se brisant en quittant ses lèvres. L'image d'elle, debout devant lui au domaine, revint, grande, forte, posée, sans colère, sans tristesse, juste de la force. Il l'avait laissée à son plus bas. Et maintenant, elle se tenait à des hauteurs qu'il ne pourrait jamais atteindre. Alors que les larmes séchaient sur ses joues, il baissa les yeux sur son téléphone. Quelque chose le tiraillait, un murmure persistant, « Retrouve-la ». Il n'avait plus son numéro, mais il s'en souvenait encore. Après tout, c'était autrefois le numéro le plus composé de sa vie. Il ouvrit WhatsApp, chercha, et le trouva. Sa photo de profil le stupéfia. Efoma assise à côté de Janet et Johan, toutes vêtues de robes bleues assorties, souriant brillamment. Elle rayonnait. Ses filles semblaient radieuses. Son pouce plana au-dessus de la boîte de dialogue. Il ne savait pas quoi dire, mais quelque chose en lui suppliait. Dis quelque chose, même si c'est trop tard. Avec des mains tremblantes, il commença à taper. Bonjour Efoma, je sais que je ne mérite pas de t'écrire. J'ai pensé à ce moment pendant longtemps.
Je veux juste dire que je suis désolée. J'étais aveugle et stupide. J'ai abandonné la seule personne qui m'aimait vraiment. Tu m'as tout donné, et je ne t'ai donné que de la douleur. Merci de prendre soin de nos filles. Merci de ne pas les avoir laissées souffrir à cause de ma stupidité. Je n'écris pas pour mendier quoi que ce soit. Je veux juste être meilleure pour elles. J'ai besoin de temps pour devenir l'homme qu'elles pourront regarder sans honte. Je reviendrai un jour, pas pour te faire du mal, mais pour être présent pour elles. Dis-leur que je les aime et que j'essaie. Kelvin. Il fixa le message. Son doigt plana. Puis il appuya sur envoyer. Une coche apparut, puis une deuxième, elle l'avait reçue. Quand Tefoma reçut le message, elle fut surprise. Elle ne ressentit que de la pitié pour lui. Elle s'adossa et fixa le plafond, laissant le silence s'installer. Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. L'amour qu'elle avait autrefois dans son cœur pour Kelvin était mort le jour où il l'avait quitté à son moment le plus brisé. Il n'était plus qu'une leçon, une histoire qu'elle avait surmontée, rien de plus. Elle verrouilla son téléphone, éteignit la lumière et monta rejoindre sa famille. Chers spectateurs, parfois, les blessures les plus profondes ne sont pas celles que nous voyons, mais celles que nous causons par orgueil, faiblesse ou égoïsme. Le parcours d'Efoma, bien que douloureux, nous rappelle qu'il est possible de renaître de ses cendres, non pas parce qu'elle a cherché la vengeance, mais parce qu'elle a embrassé la guérison. Elle n'a pas lutté pour une fermeture. Elle est devenue sa propre fermeture. À toutes les femmes, aimez, construisez, soutenez, mais n'oubliez jamais d'investir en vous-même, car personne ne mérite de tout perdre en essayant de prouver qu'il est digne de quelqu'un qui ne connaît même pas sa valeur. À la prochaine, merci de regarder, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.